premier créancier, premier fournisseur, premier client, mais pas premier donateur. L'empire du milieu avance ses pions. Sous couvert de la solidarité sud-sud, Pékin a quasiment finalisé son OPA sur les ressources africaines indispensables pour son projet de nouvelle route de la soie, une présence économique et militaire aussi massive que discrète, dont il est question dans cette émission du grand débat de Financial Afrique, où l'on va essayer de voir si la Chine n'est pas finalement devenue le nouveau maître de l'Afrique. Et pour parler de cela, nous avons sur ce plateau M. Ratsimandré Sirivolala. Il est président, CEO de la rencontre des entrepreneurs. Bonjour Madigan, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Bonjour Adama. Bonjour Ivo. Et nous avons à ma droite Adama Wade, directeur de publication de Financial Afrique. Bonjour Madigan, bonjour Ivo, c'est un plaisir de vous retrouver. Ouais, partagez en tout cas. Bonjour à vous et bonjour aussi à nos internautes. Alors Adama, quelles sont les principales caractéristiques des échanges entre la Chine et l'Afrique aujourd'hui? Oui, je dirais que c'est des échanges massifs, puisque rien qu'en 2022, la Chine et l'Afrique, les échanges entre les deux parties représentaient à peu près 350 milliards de dollars. C'est énorme. Mais d'abord, c'est quoi la Chine? Moi, je pense qu'on parle beaucoup, on s'aime beaucoup de la montée en force de la Chine en Afrique, mais rarement on se dit, mais la Chine, c'est quoi? Est-ce un continent? On sait que c'est un pays, hein, mais peut-être c'est un pays continent, oui, avec 10 millions de kilomètres carrés, je pense que ça représente pratiquement un monde à elle seule. Avec une population de 1,4 milliard d'habitants, c'est le pays le plus peuplé au monde. Donc ça donne une idée de l'envergure de ce pays que j'ai eu le plaisir de visiter il y a une dizaine d'années avec l'Organisation mondiale du commerce. Et j'étais dans une ville qui s'appelait Chongqing et qui à elle seule comptait 35 millions d'habitants à l'époque. Donc quand on sait que le Sénégal c'est 18 millions, mon cher ami, ou que le Madagascar, alors rappelez-nous, 30 millions, ça va quand même. Ouais. Alors, autre chose, c'est le PIB de la Chine. Il est colossal. Le PIB de la Chine est de 18 000 milliards de dollars. C'est pratiquement plus de 70% du PIB des États-Unis d'Amérique. En 1990, ce PIB ne représentait que 7,3%. Donc vous voyez le rattrapage, l'effet de rattrapage de la Chine sur l'oncle Sam. Autre chose aussi qui est importante à souligner, c'est le produit intérieur brut par habitant, PIB par tête d'habitant. Il est de 13 000 dollars. C'est 17% du PIB par tête d'habitant américain. 17%. Alors en 1990, c'était seulement 2%. Donc on voit aussi un effet de rattrapage. L'autre effet de rattrapage, on en parle souvent très peu, c'est le PIB par parité de pouvoir d'achat. Alors là, depuis 2013, la Chine a rattrapé l'Amérique. Alors, pour nos internautes, pour ceux qui nous suivent, la parité de pouvoir d'achat, je vais le résumer en une seule chose, c'est un petit peu l'indice Big Mac, le hamburger, voilà, c'est les biens, c'est-à-dire c'est le pouvoir d'achat des monnaies. Sur le pouvoir d'achat des monnaies, la Chine a dépassé vraiment les États-Unis et a creusé même l'écart. Donc voilà, on parle de ce géant qu'on présente parfois comme étant un, mais au pied d'argile, qui est devenu le premier comme créancier de l'Afrique, comme l'a dit Amadigan tout à l'heure, qui est devenu aussi son premier partenaire commercial, mais pas son premier donateur, parce que peut-être ce qui nous fascine chez les Chinois, ils ne viennent pas en partisan de l'aide, mais plutôt en partenaire. Voilà ce que je voulais dire d'emblée. Rivo, quel est votre point de vue? Quelle lecture faites-vous de ces échanges-là, quand on sait que depuis 2 décennies, la Chine a vraiment fait construit son assise sur le continent? Alors, je vais peut-être contester, je suis d'accord sur ce qu'Adama a dit, sur le fait que la Chine, ce qu'ils ont fait en 40 ans, quasiment en 60 ans, rattraper 2 siècles de développement, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger lors du débat. Là, je vais juste en fait contester peut-être un petit peu les chiffres d'Adama, c'est qu'aujourd'hui, la Chine ne représente pas en fait le premier créancier du continent. La Chine le représente, c'est-à-dire que la dette, c'est-à-dire que le stock de la dette du continent envers la Chine ne représente que 12%.
20%. Voilà, on va dire 12% exactement. C'est-à-dire que les créanciers multilatéraux, le FMI, la Banque mondiale et le Club de Paris représentent, c'est-à-dire que on leur doit l'équivalent de 35% de moins de nos dettes, d'accord? Et le reste, 34%, ce sont les secteurs privés. Donc du coup, il y a un fantasme autour de la Chine, je pense, parce que peut-être on le voit via les gros projets infrastructures. Ici, bien, on va au Sénégal, on va au Kenya avec le projet du rail en Éthiopie, etc. et tout. Mais la Chine n'est pas le premier créancier, en fait, du moins du continent africain. C'est-à-dire que la Chine investit, par exemple, davantage en Asie, dans la partie Asie sud-est, que ici en Afrique. Donc ça, c'est le premier point. Et je suis parfaitement d'accord avec Adama sur le rattrapage extraordinaire que la Chine a réalisé les 3 dernières décennies. Carrément, c'est tout simplement incroyable. Et pour revenir vraiment par rapport à nous, peut-être que je vais peut-être rentrer un peu plus dans le débat en nous situant africains, parce que nous sommes en guerre en fait économique. Tout le monde rentre en guerre économique contre nous, mais nous ne le savons pas. Depuis que nous sommes nous, en tant que Noirs, c'est-à-dire que quand on même rapidement faire un peu d'histoire, c'est-à-dire que... Vous parlez des Noirs ou des Africains? Non, les Africains, on va dire peut-être les Africains, très bien. Les Africains, depuis que l'Afrique est l'Afrique, depuis que la civilisation, la toute première civilisation qui existait, du moins qui était très avancée, c'est l'Égypte, l'homme africain a toujours été en guerre vis-à-vis de ses voisins. D'abord avec les Hittites, les Hyksos, les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Européens, et aujourd'hui, en fait, les Chinois. Parce que ce que faut pas, c'est-à-dire que nous sommes en guerre avec la Chine? Oui, bien sûr, nous sommes en guerre avec la Chine. Donc, justement, c'est-à-dire que pour moi, nous sommes en guerre, en fait. C'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire que le monde est en guerre, c'est-à-dire qu'il y a la guerre militaire et il y a la guerre économique. C'est-à-dire que là, on parlera tout à l'heure. C'est-à-dire que là, tu as évoqué dans ton propos, Adama, en disant qu'effectivement, la Chine ne fait pas de dons. Mais la Chine fait des prêts. Mais les prêts que la Chine fait, peut-être on aura l'occasion d'échanger, c'est le prêt taux variable, indexé sur le Libor, avec des taux. C'est-à-dire qu'avec, en plus, 2 ou plus 3. Aujourd'hui, le Libor, donc le Libor pour nos jeunes internautes, c'est l'indice, c'est-à-dire que le taux de prêt, la référence, le prêt interbancaire qui est à Londres, d'accord? Donc, aujourd'hui, les prêts que nous, Africains, nous devons à la Chine, c'est quasiment 9%. C'est-à-dire quand la Chine communique, il dit finalement que oui, que nous, on prête moins, c'est-à-dire que le prêt qu'on accorde à l'Afrique, c'est un prêt très avantageux. Voilà, très avantageux. C'est faux en fait. Aujourd'hui, ce que l'Afrique doit à la Chine, c'est le Libor plus 2 ou 3. Donc aujourd'hui, en fait, le Libor est à 5, plus 2 ou 3, ça fait quasiment 8%. Et quand vous ramenez ce chiffre-là à 400 millions, 500 millions, 600 millions, 700 millions, 800 millions d'emprunts, vous regardez bien que si ce n'est pas une guerre économique, je ne sais pas demain comment on l'appelle. Donc, moi, en fait, ce que je dis juste, c'est que l'Afrique, nous sommes en guerre. Il n'y a que les Africains qui sont suffisamment naïfs pour croire que nous avons des amis. Mais est-ce que ce n'est pas que l'Afrique n'arrive toujours pas à trouver sa place dans ces échanges-là, que ce soit avec la Chine ou avec ses autres partenaires économiques? Mais c'est d'où tout le sujet. D'où tout le sujet, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, juste en fait, en termes de mon propos, c'est que moi, quand j'analyse, la Chine, je mets la Chine au même niveau que les Occidentaux envers nous. C'est exactement en fait une guerre économique. C'est-à-dire que c'est du pillage. Chacun maintenant, comment on appelle, a une manière de procéder. La Chine a une manière de procéder. Ils ne s'immiscent pas du moins dans nos affaires politiques, mais à la fin, il faut payer. C'est-à-dire que lorsqu'il faut renégocier les dettes, d'ailleurs c'est ce que le Club de Paris, le FMI reproche à la Chine, quand il faut restructurer les dettes des pays africains, par exemple style le Ghana ou le Cameroun, lorsque les pays n'arrivent pas à payer, la Chine n'a jamais dit en fait que eux ils font de la concession sur ce qu'on leur doit. D'ailleurs, c'est ce que le FMI, je le dis encore en fait, le reproche. Et c'est ça pour moi en tout cas pour dire que on doit se réveiller, on doit vraiment se réinventer, on doit regarder ces gens ou du moins ces pays en fait d'un autre œil qu'un œil de partenaires ou les gens qui nous donnent de l'argent parce que personne n'est là pour nous aider. C'est ça en gros ce que on reviendra un peu sur cette question de la dette africaine envers la Chine. Mais là, Adama, j'ai un peu envie de voir quel est le volume d'affaires entre la Chine et l'Afrique si on voit que les rapports ont un peu changé depuis quelques années parce qu'avant, c'était une stratégie, on inonde les marchés africains avec des produits chinois. Maintenant, c'est plus que la Chine s'immisce,
s'immisce entre guillemets dans les grands projets, que ce soit dans les autoroutes, dans les ports ou autres? Effectivement. Alors, je reprends mes chiffres pour ne pas me tromper parce que c'est très important. En 2022, la Chine a réalisé plus de 250 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec l'Afrique. J'avais dit tout à l'heure, je pense 350, c'est 250 milliards de dollars. En notre défaveur, c'est ça qu'il faut bien expliquer. Notre balance commerciale est systématiquement la balance négative. Alors, elle est terriblement déficitaire et elle pense, ce n'est pas... C'est pas un secret pour personne, d'ailleurs. Voilà. Mais l'Afrique est en retard d'à peu près 60 milliards. Vous savez pourquoi? Parce que la Chine importe de l'Afrique les matières premières, principalement le cuivre, le pétrole, d'autres produits miniers. Voilà. Donc, la Chine, c'est le premier importateur aujourd'hui de nos matières premières. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que beaucoup de dettes ont été contractées en échange d'accès aux ressources minières. Vous vous rappelez, dans les années 2007-2008, ce contrat contre infrastructure qui avait été, mine contre infrastructure qui avait été contracté par la RDC, c'était sous Kabila, donc qui avait d'ailleurs provoqué les foudres du FMI, alors dirigé par Dominique Strauss-Kahn. Je pense que le FMI n'a pas varié d'un iota par rapport à cette approche en disant qu'il ne faut pas que la dette soit libellée en minerais, parce que non seulement elle serait variable à la hausse ou à la baisse, et souvent en notre défaveur, mais aussi si on l'exprime en monnaie, que ce soit le dollar ou l'euro, c'est l'Afrique qui est perdante. Donc, mais d'autres pays ont contracté aussi de pareilles dettes. C'est le cas de la Zambie. D'ailleurs, vous remarquerez, la Zambie, c'est le cuivre, c'est le pays du cuivre. Et vous remarquerez d'ailleurs que la Zambie est l'un des premiers pays à avoir fait défaut sur la Chine. Et là, je pense que Rivo en parlait tout à l'heure, l'initiative pour la réduction de la dette d'IG20, qui avait été mise en place durant la pandémie Covid-19, et qui devait regrouper tous les créanciers des pays les plus pauvres. Alors cette initiative avait été favorablement accueillie par le Club de Paris, qui regroupe les créanciers publics des pays membres de l'OCDE. Il n'avait pas été du tout bien accueilli, elle n'avait pas du tout été bien accueillie par le Club de Londres, qui regroupe justement les bailleurs privés, et notamment les acteurs des eurobonds. Et il n'avait pas du tout, alors là, pas du tout accueilli bien par la Chine, qui s'est révélée en l'espèce comme étant un pays froid et qui sait bien défendre ses intérêts. Et ils ont dit à la Zambie, on peut négocier, mais dans le cadre bilatéral. C'est-à-dire, vous allez encore donner plus de cuivre, on va rééchelonner, mais sur la base de cuivre, et qui perd, bien évidemment, c'est la Zambie. L'Éthiopie aussi avait contracté des dettes avec la Chine pour réaliser des infrastructures. Et l'Éthiopie aujourd'hui est complètement à genoux devant la Chine. Et doit rééchelonner du point de vue bilatéral. Donc, ça crée en fait un accès, une ouverture restreinte pour le pays qui est pratiquement lié et obligé de faire du concubinage monétaire avec la Chine. Excusez-moi du terme, cher Rivo, je connais votre... non, je te le conseille. Je te le conseille. Pour comment dirais-je, des modèles alternatifs au modèle libéral. Et la Chine en est un. On en parlera tout à l'heure. Un autre pays qui s'est amouraché de la Chine pour ensuite découvrir que ça n'allait pas, c'était le Ghana. Et le Ghana aussi a fait défaut. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, ce ne sont pas des amis. C'est des partenaires et on doit les prendre tels quels. Et on doit surtout se rappeler de Milton Friedman qui avait dit qu'il n'y a pas de repas gratuit. Donc, est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'on peut affirmer que la Chine a prêté à l'Afrique de manière prédatrice, c'est-à-dire pousser les pays africains à faire des prêts énormes auprès de la Chine, après pouvoir exiger des concessions en cas de défaut, comme par rapport aux pays qu'Adama vient de citer? Ta question est super pertinente, Amadjigan. Pourquoi? Ce qu'il faut que les Africains puissent bien comprendre, c'est-à-dire que le monde de la finance, surtout le monde de la finance, c'est pas un monde de bisounours. Que ça, juste tout à l'heure, c'est-à-dire que
tout le monde est en guerre contre tout le monde. Et ça, les gens le savent, la guerre économique, les espionnages. Il n'y a que les Africains qui, nous, par exemple, nous, quand on pose la question aujourd'hui, quelle est notre stratégie en termes de veille économique? Comment, nous, on peut protéger, en fait, le peu qu'on a? Même ne fût-ce que l'extraction des matières premières. Il n'y en a pas. Donc, par rapport à ta question, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que nous, notre devenir, en fait, d'accord, c'est que on doit bien comprendre, ça m'a échappé tout à l'heure, c'est que les pays veulent trouver du rendement par rapport à ce qu'ils ont. C'est-à-dire que les pays commercent, ils ont de l'argent, ils cherchent du rendement, d'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine, l'Amérique leur a déclaré la guerre depuis Trump, là, ça continue. Donc, du coup, tous les excédents extérieurs de la Chine, avant qu'il y ait cette guerre avec, demain que Donald Trump finalement a déclaré, étaient investis dans ce qu'on appelle dans les T-bonds américains. D'accord? Les Russes, comme la terre entière, on investit tous en fait dans le T-bonds américains. Mais avec la guerre déclarée, du coup, les pays sont en train de diversifier en fait. C'est-à-dire que où est-ce qu'il faudrait placer notre argent pour que le rendement puisse se faire? Et là, ils voient l'Afrique en fait comme une opportunité. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que nous, les gens nous voient effectivement comme... Si tu ne comprends pas le jeu, mais ne fais pas le jeu. Est-ce qu'on peut le reprocher cela? Non, moi je ne reproche rien du tout. C'est-à-dire que j'explique juste. C'est-à-dire pour ça que je dis à l'entame de mon propos que ce ne sont pas nos amis. Ils cherchent des rendements. C'est-à-dire qu'ils ont un, ils veulent que le 1 se transforme en 5 ou 6 ou 10. D'accord? Qu'on veut ramener ça à des milliards. Donc ils voient les Africains. Toi, en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours. Toi, tu as besoin d'argent. Il dit finalement que lui, il est créancier. Quelles sont vos conditions? Tu n'es pas en négociation, tu n'es pas en mesure de négocier. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça que je vous dis, si c'était vraiment nos amis, ils auraient pu dire, écoute, franchement, vu dans l'état où vous êtes, on ne va pas vous faire ça, on va peut-être vous donner des dons. Adama l'a dit à l'entame de son propos. La Chine ne donne pas de dons. Et c'est là que je suis en train de dire. Donc, si nous, d'ailleurs, contrairement aux Européens, les Européens sont venus chez nous sans qu'on les invite. Les Chinois, ils ont cette excuse-là. C'est nous qui les avons invités. Tu as parlé à l'entame de ton propos. Ils gagnent des gros marchés publics d'infrastructure. Mais c'est nous qui ouvrons finalement la porte. C'est-à-dire, OK, par exemple, pour le cas du moins du Sénégal, on dit, OK, vous venez, vous construisez, vous financez. Tu comprends ou pas? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde est prédateur contre tout le monde. Du moins, malheureusement, j'allais dire, c'est comme ça que le monde est fait. Les Américains prédateurs contre les Chinois contre les Japonais contre les Européens, tout le monde est prédateur contre tout le monde. Mais il y a que, non, c'est ça en fait, c'est ça que je veux, juste en fait que nos jeunes téléspectateurs et téléspectatrices comprennent, c'est que nous sommes en guerre économique. Elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus dure, beaucoup plus sournoise qu'on ne voit pas. La guerre, c'est pas uniquement avec ce qui se passe au Liban, avec ce qui se passe dans le Donbass, mais c'est ça aussi en fait, du moins ce qui se passe dans la guerre. Donc, ces gens-là, ils viennent pour venir avec un rendement. Adama, tout à l'heure, l'a bien expliqué, ils n'ont jamais donné de concessions. C'est normal, c'est leur argent. C'est l'argent de leur peuple. Ils disent, OK, on veut investir là-bas, OK, les ont bien, on vous prête. Les 10 dernières années, le taux de Libor était quasiment à 0. Parce que le monde était en plein quantitative easing et le taux était à 0. Donc, pour les Africains, quand ils empruntaient à la Chine, c'était gratuit, quasiment gratuit. Dans le sens parce que les Chinois disent, OK, c'est Libor plus 2%. Donc, là où les Européens, ou l'FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris faisaient à 5%, on avait c'est-à-dire qu'on regardait les Chinois, c'était 2,7. Mais depuis 2022, lorsqu'il y a une surchauffe, c'est-à-dire que à cause de l'inflation, la Fed a commencé à remonter ses taux, comme la Banque européenne, comme la Banque of England. Aujourd'hui, le Libor, il est à 5. Mais quand vous rajoutez le 5, comme j'ai dit en termes de mon propos, plus ce que vos prêteurs en fait vous doivent, aujourd'hui, tous les pays africains sont à 8, 9. Sont à 8 et 9. Et l'explication du Ghana, une partie en fait vient de ça. Et c'est-à-dire que là, quand vous ramenez ça à des taux avec des montants vraiment énormes, 1 milliard, 2 milliards, et ainsi de suite, tous les financiers me comprennent, mais Adama aussi puisse bien voir ce que je vois là, le poids de l'intérêt par rapport à ce que vous devez, par rapport à votre économie, devient très dur. Donc l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas 1000 possibilités. Il faut lever les impôts. Il faut créer en fait du moins des impôts, ou du moins il faut taxer davantage. Mais dans les économies comme les nôtres, où on n'a pas une belle assiette, c'est-à-dire qu'on n'a pas notre écosystème qui n'est pas suffisamment profond en termes de secteur privé suffisamment présent, vous avez des difficultés. Donc il faut dire que le problème de l'Afrique, c'est son pouvoir économique qui est assez bas. Oui, mais qui est quasi inexistant. C'est ça que les Africains doivent comprendre, c'est que c'est pas avec une myriade, c'est pas avec un nombre de fonctionnaires que nous avons recrutés que nous allons développer nos pays. C'est via les entreprises privées, via notre capacité à soutenir,
à encourager la création de richesses via ces entreprises privées. Et là où cher à mon activité, et puis moi, ce que je crois beaucoup, vraiment au niveau des PME. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Alors, Adama, comment s'est opéré ce changement pour que la Chine devienne aujourd'hui le principal partenaire économique de l'Afrique? Surtout par rapport à sa nouvelle politique de la nouvelle route de la soie. Ouais. Moi, je dirais que le Big Bang remonte à 1999. À l'époque, bien avant la route de la soie, la Chine avait lancé le Going Out, sortir des frontières. Vous savez, la Chine, c'est un État communiste, donc qui était un petit peu sur lui-même, qui a vécu une secousse tellurique, c'était les événements de Tiananmen en 1989. Et puis 10 ans après, avec cet État central sur 10 millions de kilomètres carrés, cette population qui dépasse le milliard, la Chine a accumulé du capital, beaucoup de capital. La Chine était en surcapacité industrielle et il fallait forcément des relais de croissance à l'extérieur. Et c'était aussi pour la pérennité même du modèle étatique chinois, puisque c'est un pays avec des banques qui sont pratiquement publiques, toutes. Un pays avec une économie, c'est-à-dire c'est un pays où le premier créancier c'est l'État, le premier débiteur c'est l'État. Donc c'est un pays-État, un État vraiment qui intervient dans la vie de tous, avec un parti communiste qui est là, c'est le parti dirigé par donc des sages. Et là, en 1999, ils se sont dit, allons, sortons de nos frontières. Et bien évidemment, pour financer cet effet, le rattrapage qui était voulu, il fallait se tourner vers la zone qui a des matières premières abondantes. Et c'était l'Afrique. Et pas cher. Et bon marché. Quasiment non, pas gratuit. Moi, je pense que ce n'est pas gratuit, c'est surtout bon marché. Parce que n'oubliez pas qu'en 1999, la Chine se lance vers l'Afrique. Et de 2003, l'année où on a lancé le premier forum Chine-Afrique, le FOCAC, de 2003 à 2014, l'Afrique a noué avec le plus long cycle de son développement depuis pratiquement les années 60-70. C'est-à-dire il y a eu des taux de croissance très élevés, il y a eu un petit peu ce qu'on a appelé, ce que certains économistes ont appelé le réveil de l'Afrique. Sur 10 ans, on a cru que oui, l'Afrique noue avec un cycle long. Mais ce cycle long n'était constitué majoritairement que justement par les importations chinoises de matières premières non transformées. Donc dès qu'il y a eu la crise des matières premières en 2014, l'Afrique est retombée. Et en 2015 d'ailleurs, on semble l'oublier, bien avant la crise de la Covid, l'Afrique subsaharienne entrait en récession pour la première fois depuis 20 ans à l'époque. Donc la Chine, son réveil vient du fait qu'elle a pris conscience de l'importance stratégique de l'Afrique dans la guerre économique qu'elle livre avec les Occidentaux. Parce que la guerre économique, tout à l'heure je suis d'accord, mais nous ne faisons pas partie, hélas, non, de la guerre économique. La guerre économique, elle est en train d'être livrée par les puissants. Nous avons d'un côté un pôle, ce que Samir Amin, le regretté Samir Amin appelait la triade. Donc c'est les pays de l'Occident, c'est les États-Unis, l'Europe, le Japon, etc. Et de l'autre, nous avons le bloc, l'ex-bloc soviétique, la Russie en l'occurrence, qui est allié et aussi concurrent de la Chine. Et nous avons maintenant la Chine, l'empire du milieu, qui était quand même la première puissance économique il y a 10 siècles déjà, qui avait inventé l'imprimerie bien avant l'Europe. Et la Chine se dit, voilà, je peux rattraper mon retard en allant prendre de la matière première et en m'industrialisant. Donc l'industrie chinoise a été nourrie ces 30 dernières années par l'apport des minerais, des hydrocarbures et des ressources diverses de l'Afrique. Donc la Chine est devenue donc cet atelier du monde, d'abord avec une force, c'est la main-d'œuvre bon marché et bien qualifiée, que l'Afrique n'a pas. Et l'autre force de la Chine, c'est effectivement cet embryon industriel qui était puissant, parce que c'est quand même un pays qui a la bombe nucléaire, que c'est un pays qui vient d'allumer sur la face cachée de la Lune. Donc c'est un pays qui a de la technologie, qui a donc de grandes entreprises. Mais où est-ce que l'Afrique quelle leçon l'Afrique doit tirer de la Chine?
Moi, je dirais s'il y a une leçon qu'on doit tirer de la Chine, c'est son unité a permis de créer un levier puissant qui est constitué par son marché intérieur. 1,4 milliard, presque le même que l'Afrique. Mais l'Afrique est morcelée en 54 États. La Chine nouvelle va maintenant tirer sa croissance de la consommation intérieure. Elle va diminuer le rythme de consommation des ressources fossiles. Elle va accentuer son développement sur les services parce qu'il y a des besoins énormes. C'est une classe moyenne phénoménale. Donc, c'est des besoins en termes de loisirs, en termes de divertissement, en termes de soft power. Et là, c'est ça, aujourd'hui, c'est la force de la Chine. C'est le premier aussi marché mondial. Donc, tout le monde veut aller en Chine, toutes les marques de voitures. Et là, elle impose à l'entrée ce transfert de technologie que nous, peut-être, on n'arrive pas parce qu'on n'a pas un pouvoir de négociation. La masse te donne le pouvoir de négociation. Je me rappelle quand la BMW a accusé la Chine d'avoir copié plus ou moins une de ses voitures, la Chine a répondu en disant « Ok, donc on va fermer notre marché » et les termes de négociation ont changé tout de suite. Or, nous, en Afrique, hélas, on n'a pas franchement cette force de frappe face à nos partenaires. Mais exactement, Adama, pourquoi l'Afrique compte si peu sur l'échiquier économique mondial, international, malgré toutes les richesses de l'Afrique? Oui, écoutez, c'est un continent, comme a dit tout à l'heure Rivo, qui a subi une agression quand même historique. Une humiliation. Je ne peux pas pleurer sur cela, mais je dirais quand même que l'esclavage, c'est 5 siècles. Donc c'est 5 siècles de dépeuplement, de rapt, de viol des populations qui ont... J'étais récemment dans les Caraïbes, mais c'est incroyable. J'ai cru que j'étais au Bénin ou au Togo, parce que c'est des populations qui ont été déportées, arrachées de leurs terres. Et ça, quand même, ça laisse une plaie. Et je vois d'ailleurs que jusqu'à présent, la reconnaissance que l'esclavage est un crime avance, mais très doucement. Et je ne parle pas seulement de la traite atlantique, mais aussi la traite orientale. C'est depuis le 8e siècle que l'Afrique subit des assauts de la côte du Zanzibar sur l'Afrique de l'Est à l'Éthiopie, à la côte aussi occidentale. Donc, ces agressions sont trop lourdes en termes de coûts sur la démographie. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise que l'Afrique ait une densité de seulement 42 habitants au kilomètre carré, alors que l'Europe est à 116. Donc l'Afrique est très sous-peuplée sur le plan macroéconomique. Bien évidemment, quand on dit que oui, si on mesure la fécondité par femme, effectivement, l'Afrique a une croissance démographique très élevée, mais à mon avis, il faudrait faire une mesure au carré, sur 2 dimensions, prendre à la fois la fécondité, mais prendre aussi l'espace immense dans le continent qui a 70% de terres arables encore non exploitées, qui a encore besoin de main-d'œuvre, qui a besoin de qualification. Et l'autre grande agression que nous avons subie, c'est la colonisation, c'est un siècle. Et malheureusement, depuis 1884 qu'il y a eu ce partage de l'Afrique à Berlin, je pense quand même que cela perdure, puisque nous avons 54 pays avec des frontières qui ont été tracées, effectivement, par la colonisation, et d'ailleurs qui sont sacralisées par l'Union africaine à travers la non... j'oublie le terme, c'est-à-dire l'Union africaine. Bon, il y a une expression, je pense que... L'intangibilité des frontières. Merci beaucoup, cher Rico. Qu'est-ce qu'il a le sens de la formule? L'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc là, en se faisant, on est un petit peu dans une sorte de néocolonialisme réaliste et que je ne conteste pas. Je pense que c'est une boîte de Pandore. Il y a 2 pays, le Soudan, qui est désormais divisé en 2 pays, et l'Éthiopie qui a donné naissance à l'Érythrée, et la Somalie qui a donné naissance au Somaliland, non encore reconnu, mais je pense que c'est une poudrière, et les pays africains ont compris qu'on ne peut pas renégocier les frontières, quitte à ouvrir des zones de déstabilisation. Je vais juste rebondir sur les propos d'Adama. Je suis parfaitement d'accord sur l'analyse d'Adama, mais l'après en fait, c'est-à-dire que nous avons donc un pays qui a subi comme nous, peut-être après,
on peut regarder en termes de proportion, comparaison n'est pas raison, mais qui a subi comme nous une humiliation. D'ailleurs, aujourd'hui, la Chine, c'est clairement, par exemple, ça c'est leur ligne conductrice, c'est qu'ils veulent prendre la revanche contre l'Occident. Depuis la révolte des boxeurs, les Japonais, l'humiliation demain qu'ils ont eue, leur pays scindé en deux avec le départ de voilà, la Mandchourie, Koh-Tchèque, finalement qui font Taïwan, Hong Kong qui était concédé demain aux Britanniques jusqu'en 1999, bref. Mais je trouve que les Africains, on doit s'inspirer de ça. C'est-à-dire que comment un pays, une fois encore, comparaison n'est pas raison, il y a eu des souffrances, il y a eu des... Voilà. Mais ils ont su en fait aller de l'avant. Ils ont su se relever et aller de l'avant, construire quelque chose d'extraordinaire. Et ça, je trouve que nous, Africains, la jeunesse, même les présidents, même nos politiques, ne prennent pas suffisamment, comment dirais-je, exemple en fait, sur comment eux, en fait, ils ont rebondi. Ça, c'est pour moi. Et le point 2, juste pour compléter ce qu'Adama a dit, Adama a dit effectivement, l'essor, du moins économique chinois provient une partie effectivement de l'exploitation ou de l'importation de manière massive des matières premières africaines, mais aussi, il ne faut pas oublier, dans les années 80, Deng Xiaoping, en fait, cède le pouvoir 89, chute de mur de Berlin. Les libéraux, cher Adama, pensaient avoir gagné, en gros, la guerre idéologique. Donc, ils ont fait leur sauce libérale. Yang Zemin prend le relais, finalement, en Chine. Qu'est-ce qu'ils font, les Européens? Les libéraux disent, OK, comme il faut du rendement, écoutez, nous, ce qu'on va faire désormais, c'est que tout ce qui est moins de valeur ajoutée, on va le mettre dans les pays à faible coût. Nous, on va uniquement garder que tout ce qui est service, tout ce qui est recherche à haute valeur ajoutée. Et c'est ça qui a permis à la Chine de devenir la première industrie du monde. Et les Européens, c'était trop tard lorsqu'ils se sont rendus compte que finalement, les Chinois, comme Adama disait si bien, non seulement lorsque vous venez chez eux, petit à petit, ils copiaient. Vous vous souvenez, dans les années, beaucoup peut-être n'est pas né, mais dans les années 90, les gens se moquaient de la Chine parce que la Chine était le roi des copies. Mais ça, c'était pas pour rien. Ça, c'était juste en fait leur stratégie pour comment faire pour aller progresser. Aujourd'hui, la Chine ne copie quasiment plus. La Chine, aujourd'hui, c'est le premier pays qui sort de brevets, plus de 1 million de brevets chaque année. C'est ça que la Chine fait. En termes de R&D, il n'y a pas mieux. Adama a dit, il y a 30 ans, la Chine était à 3% par rapport au PIB américain. Aujourd'hui, la Chine fait de la conquête de l'espace une de leurs stratégies. Est-ce que vous voyez un peu en 30 ans? C'est-à-dire que construire des fusées, construire des stations spatiales, bref, le pays s'est beaucoup développé. Le décalage est énorme. Et effectivement, c'est-à-dire que ils ont su lire, ils ont su saisir leur opportunité. C'est ça en fait que je suis en train de dire. Parce que là, tu posais la question de pourquoi nous on n'avance pas. C'est ça en fait que les Chinois ont fait. Et je trouve que les voyages de nos dirigeants devraient davantage être situés en Asie et versus Europe. Europe, l'Occident, pour moi, c'est mort. On devrait voir en fait aujourd'hui, est-ce qu'on sait ce qui se passe au Vietnam? Vietnam, extraordinaire. Nous, on pense que le Vietnam, c'est uniquement le riz et les crevettes, tout ça. Le Vietnam, incroyable. La Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, la Corée du Sud. Là, on voit parce que avec les Samsung, avec le LG, avec les Kia, etc. et tout. Le Japon. Je trouve que on devrait en fait davantage se tourner vers l'Asie parce que vraiment l'avenir pour moi en fait se trouve à l'Asie. Et pour vraiment revenir au cœur de nos sujets à Madjigen et à Adama, c'est que là je le dis, il faut qu'on se réveille en fait. Les gens sont là, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le jeu, soit vous vous apprenez à comprendre le jeu avant de jouer, ou soit vous ne jouez pas. Mais actuellement, pour moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on rentre dans un jeu qu'on ne comprend même pas, en fait. Oui, on a besoin d'autoroute. Les Chinois, c'est gratuit. On signe avec les Chinois. Aujourd'hui, preuve. Les pays qui sont le plus endettés envers la Chine, c'est qui? L'Angola et l'Éthiopie. L'Angola, l'Éthiopie et le troisième, je pense, la Zambie. Voilà, la Zambie. C'est-à-dire que comment pouvez-vous être... À la limite, vous pouvez vous endetter. Mais si vous endettez dans un cadre d'investissement pour vous permettre moins de vous en sortir, c'est très bien. Mais aujourd'hui, comme Adama disait tout à l'heure, ces pays-là, ils sont à la merci des Chinois. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les Chinois sont très durs. Comme Adama dit, j'aime bien l'image qu'il a donnée, c'est le fait que ce sont des négociateurs froids. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas des concessions, comme le FMI d'ailleurs. Et ils ne sont pas fous, une fois encore, les Chinois. Ils regardent ce que le FMI, la Banque mondiale, fait. C'est-à-dire que le FMI, la Banque mondiale, peut-être ça c'est pour nos téléspectateurs, lorsqu'il y a une restructuration des dettes de pays, ils accordent jamais, c'est-à-dire qu'une réduction, jamais. Ce sont les créanciers privés qui donnent. Eux, c'est-à-dire qu'ils ont un fonds qu'ils ont créé au sein de leur structure. C'est là-bas qu'ils puisent. Pourquoi? Parce que
Une fois encore, ce sont les institutions où les pays mettent à disposition, une fois encore, le rendement du capital, ils mettent à disposition leur argent pour que ces institutions-là puissent le faire fructifier. C'est ça que je dis que Oui. nous, il faut qu'on puisse bien comprendre en fait le jeu. Donc, les Chinois, on les a invités, ils ne sont pas rentrés par la fenêtre, ils sont rentrés par la porte, ils se sont installés et pour preuve, lorsqu'ils viennent faire leurs concessions, ils amènent leurs ouvriers, ils amènent leur nourriture, ils amènent tout en fait. C'est-à-dire que en termes de développement, d'ailleurs c'est ça que, peut-être, et puis je finis dessus, c'est ça que les Occidentaux, le FMI, le Banque mondiale le reprochent, c'est que quand ils viennent faire les infrastructures, il n'y a quasiment jamais de transfert de technologie. Or que eux, c'est ce qu'ils ont exigé des Occidentaux. Adama a cité tout à l'heure l'exemple de BMW. Moi, je peux citer l'exemple d'Airbus. Quand ils ont commandé 100 Airbus ou plus de 200 Airbus, ils ont dit, les Airbus, on les commande 200, mais à condition que vous les montez chez nous. Airbus a dit non, il dit ok, à ce moment-là, alors, on appelle les Américains, on appelle Boeing. Boeing était prêt à faire, a dit ok, finalement, on le fait. 10 ans après, ils ont le 6Z 200, 700 quelque chose, ils ont monté leur propre avion. Nous, Africains, on pouvait parfaitement réclamer ça aux Chinois. Vous pouvez nous prendre nos matières premières, mais à condition peut-être que vous nous envoyez le brevet, ou du moins vous nous partagez, parce que pour extraire des matières premières, c'est pas juste il faut creuser, il y a toute une technologie en fait derrière. Voilà, c'est ça que je voulais... Est-ce que cette mainmise, entre guillemets, de la Chine sur l'économie africaine, est-ce que cela veut dire que les partenaires traditionnels de l'Afrique ont quitté le continent? Si on peut parler de la France, des États-Unis ou... mais une fois encore, je l'ai dit tout à l'heure, à l'entame de mon propos, à Madjigen, ils possèdent que 12%. Ils sont plus visibles. Ce n'est pas eux les plus grands créanciers du moins du continent. Ils ont en fait 20% selon les FMI. Voilà, oui. 20%. 2022. Mais donc, ça veut dire que 20%, c'est énorme. il reste 80%. Non, mais les 80%, c'est d'autres, parce qu'on ne va pas mettre tous les autres. Bien sûr, comparé aux autres, ils ne sont pas importants, mais si on prend rubrique par rubrique, la Chine, en tant que Oui, mais pays, comme je l'ai dit, contrairement aux en autres... tant que pays, est le premier créancier. Mais c'est nous qui les avons invités. invités. Il n'y a aucun autre pays qui a... Effectivement, d'accord. Sous cet angle-là, je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est que eux, c'est nous qui les avons invités. Les Européens, à la limite, ils sont venus. On n'a pas voulu, mais c'est nous qui les avons invités. Venez. Je dirais que nous ne les avons pas invités, en fait. Moi, je dirais que voilà, la Chine est venue vers nous. On n'est pas parti dire à la Chine, venez chez nous. La Chine est venue chez nous. Déjà, dans les années 70, il y avait une première venue, mais ça, c'était dans le cadre du non-alignement. C'était les stades de l'amitié qui ont été construits un peu partout en Afrique par la Chine. Je pense que beaucoup de pays l'ont eu. Les coopérants chinois, c'est connu, dans le cadre du mouvement des non-alignés, dans le cadre aussi de l'expansion de la Chine pour contrer la reconnaissance de Taïwan, etc. Mais dans les années 90-2000, avec l'expansion économique, la Chine est venue chercher des matières premières. Elle n'est pas venue n'importe où en Afrique. Elle est partie là où il y a les matières premières. Et elle n'est pas venue en ville, elle est partie carrément dans les carrières, dans les mines. Donc c'était une vision froide encore, rationnelle, bien mesurée, avec des objectifs clairs. Donc elle est partie en RDC parce qu'il y a le cuivre et la Chine, entre la Chine et les cuivres, d'ailleurs elle est la première fabricante de voitures électriques. Donc elle est partie en Zambie, le cuivre. Elle est partie en Afrique elle a investi l'Afrique de l'Est, d'ailleurs c'est là-bas où elle a consacré le plus de prêts possible. Kenya. Et l'Afrique de l'Ouest, ce n'est que très récemment qu'elle s'y est intéressée vraiment. Autre chose qui est très important à souligner. Tout le monde dit que oui, la Chine investit massivement en Afrique. Mais vous savez combien la Chine investit véritablement en Afrique? Non, on a parlé tout à l'heure des échanges, 250 milliards. Donc là, les derniers sommets, je pense qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre on a parlé des milliards. échanges, 250 milliards. Mais la Chine n'a investi en 2022, selon le FMI, que 5 milliards de dollars en Afrique. Dans toute l'Afrique, la Chine n'a investi que 5 milliards. Mais les entreprises chinoises ont gagné 40 milliards de dollars en Afrique. Donc vous voyez, le déséquilibre est là. La dette chinoise en Afrique, les fameux 20%, c'est 135 milliards de dollars. Et ces 135 milliards de dollars, souvent, sont liés justement à cet échange avec les cuivres, ou bien à la construction d'infrastructures avec Exim Bank China, qui vient sous couvert de coopération, accorder des dettes plutôt liées, puisqu'elle vous oblige carrément à choisir à contracter avec des entreprises chinoises qui souvent viennent, non seulement ne transfèrent pas la technologie, mais amènent même leurs ouvriers. Bon, là, il y a tout un débat. Beaucoup d'entreprises chinoises se plaignent et disent qu'en Afrique aussi, la productivité
des ouvriers africains est très faible. C'est une réalité. Et que si ils doivent livrer, si l'État leur demande de livrer dans les temps, il leur faut travailler avec leurs standards. Parce que l'Afrique, c'est un désert en termes d'ouvriers spécialisés. C'est un désert en termes de cadres qualifiés. Puisque les cadres qualifiés en Afrique, souvent, ils ont tendance à vouloir aller en Europe. Donc, cher Rivon, ne vous en offusquez pas. Non, je ne m'en offusque pas, c'est une réalité. Non, tu décris une réalité, non. Il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Je suis d'accord. Donc, c'est une réalité. Il y a 9000 médecins nigérians qui ont choisi en plein Covid d'aller en Angleterre. Oui, la même chose pour les infirmières sud-africaines. Bref, les infirmières sud-africaines. La Méditerranée a englouti je ne sais combien de milliers de jeunes l'année dernière. Donc, ce qui fait que les Chinois et les Turcs, ils se plaignent souvent de l'Afrique. Ils disent, mais il n'y a pas de travailleurs. Mais justement... C'est paradoxal quand même. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, tu as parfaitement raison. Tu as remarqué, c'est-à-dire que je pense que c'est un des premiers débats que nous avons. On est alignés sur beaucoup de choses en termes d'analyse. Est-ce qu'on est réellement alignés? Je pense que c'est une... Sur beaucoup de points. C'est-à-dire que voilà, sur beaucoup de points. C'est très troxiste voilà. Stratégie. Donc, la stratégie de la Chine, c'est-à-dire que les Chinois, ils sont juste venus avec leur manière de faire en ayant bien observé ce que les autres font. Ils ont dit, le FMI ne donne pas de restructuration, il n'y a aucune raison que nous le fassions. Eux, ils prennent, il n'y a aucune raison que nous ne prenions pas. Il y a juste la manière, c'est-à-dire que les autres, ils s'immiscent dans nos affaires politiques. Ils ont juste dit, non, nous, on ne veut pas qu'on s'immisce dans leurs affaires politiques, mais nous non plus, on n'aimerait pas qu'ils viennent nous donner de leçons par rapport à ce que nous, là où on en est. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est la Chine aujourd'hui, par exemple, par rapport à la langue mandarin. Le fait de parler mandarin. Par exemple, ça, c'est-à-dire que là, il faut qu'on en parle. Les Africains aujourd'hui... C'est la dernière nécessité africaine. Voilà, il faut que mes enfants parlent chinois, parlent mandarin, ou parlent mandarin, ou parlent cantonais. À parler mandarin. Mais justement, c'est-à-dire que ce soft power, en fait, qu'ils exercent, c'est la même chose qu'en gros, le fait qu'aujourd'hui, on s'exprime en français, c'est la même chose que la France, l'Angleterre, en fait, les pays occidentaux, en fait, imposé pour nous. Donc, moi, mon point, c'est que j'invite les Africains, la jeunesse africaine à réfléchir. Pour moi, aujourd'hui, la jeunesse africaine devrait plutôt apprendre le Swahili. Le Swahili, c'est dans l'Union africaine, c'est la langue, c'est-à-dire c'est la langue qui a été décidée, la langue commune. On devrait apprendre davantage le Swahili. Les Africains de l'Afrique centrale devraient apprendre le Wolof. C'est-à-dire que les gens de l'Afrique, du moins de l'Ouest, devraient davantage apprendre en fait les langues de l'Afrique centrale. Ça, je ne suis pas d'accord pour cette division linguistique de l'Afrique. Parce que il faudrait que les Africains apprennent leur langue, point barre. Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, mon point, c'est juste de dire que... C'est un patrimoine très riche, très culturel. Mais ce que je veux dire juste, Adama, c'est que de la même manière qu'il y a des Pourquoi le Swahili? De la même manière qu'il y a des institutions françaises, c'est-à-dire il y a des instituts français partout. Aujourd'hui, quand tu vois, il y a une qu'on appelle une effervescence des instituts Confucius, du moins de nos différents pays, où les jeunes viennent apprendre les Chinois. Mais je trouve ça vraiment dommage, en fait. Et ça, je suis en train de dire. Les Chinois, pour moi, dans l'entame de mon propos, excuse-moi, Adama, l'entame de mon propos, pour moi, je dis, c'est que, pour moi, ils sont comme les autres. Ils ont juste une manière de faire, mais ils sont comme les autres. Mais la responsabilité nous appartient, nous, Africains, et nos dirigeants. Parce que nos dirigeants sont souvent des gens court-termistes. C'est-à-dire, c'est des gens, on a besoin d'argent, rapidement, sans réflexion, sincèrement, parce que s'il y avait plus de réflexion, ils auraient vu en fait que les taux variables, c'est pour ça qu'il y a les crises en 2008. Les anglo-saxons font souvent les taux variables, contrairement par exemple, du moins dans les pays francophones. Là, c'est des taux fixes. Les taux variables, c'est ça. Et donc, du coup, les crises de 2008 étaient dues aux taux variables. C'est-à-dire que les gens, ils empruntaient à des taux variables. On disait que non, que le taux était juste à 1 ou 2. Mais quand les taux étaient passés à 7 ou 8, 9, les gens n'arrivaient plus à rembourser. Et je ne comprends pas que nos pays puissent contracter des dettes à des taux variables. Alors, bon, ils n'ont pas le choix. En tout cas, c'est les eurobonds, les taux sont variables. Oui, mais Adama, justement, une fois encore, c'est-à-dire qu'on devrait s'inspirer des Chinois, comment ils ont fait. Ils n'ont pas fait, c'est-à-dire que, excuse-moi, juste peut-être un point, quand on regarde les Chinois aujourd'hui, ils restent un pays communiste. Ils n'ont jamais renié leur idéologie. Même si dans la pratique, ils sont capitalistes. C'est-à-dire que le parti aujourd'hui, le parti communiste chinois, où il y a le plus gros concentré de milliardaires au monde aujourd'hui, c'est au sein du parti communiste chinois. Voilà. Mais, jusqu'à preuve du contraire, Adama, leur drapeau, c'est-à-dire que c'est République... La faucille et le marteau. Bien. République populaire de Chine. République populaire de Chine. Ils n'ont jamais renié, qu'on appelle ça la Mao Tse-tung, même ils l'ont adapté à leur sauce. Et c'est ça juste en fait je suis en train de dire, c'est-à-dire ce sont des gens qui on devrait vraiment regarder demain comment ils ont fait. Ils n'ont jamais emprunté un franc de la FMI parce que même ils étaient communistes, ils étaient communistes, mais comment ils ont fait pour se développer? C'est ça que en fait c'est ça le message que je dis.
pour répondre à ton question, et puis je te laisse la parole, sur le fait qu'on n'a pas le choix. Je t'en prie. Effectivement. Alors, on n'a pas le choix, c'est les eurobonds, ça c'est clair. Le seul choix, c'est d'emprunter ou de ne pas le faire. Mais quand on emprunte, les règles sont les mêmes. Et le taux le plus élevé, c'est nous, parce que nous sommes considérés comme risqués. Voilà. Maintenant, il y a une chose qui est quand même importante. J'avais dit que la Chine, ça force son marché intérieur. Ce que nos dirigeants doivent faire, c'est de créer un marché intérieur à la chinoise. Nous avons, comme par hasard, 1,4 milliard d'Africains. Et la meilleure manière de créer ce marché intérieur africain, c'est d'aller vers la zone de libre-échange continentale. Je t'attendais. La ZLECA, c'est la seule œuvre commune construite depuis 1960. Toutes les logiques dont nous avons hérité sont verticales, c'est-à-dire c'est Chine, Afrique, France, Afrique, Angleterre, Afrique. C'était des logiques de négociation commerciale entre les pays ACP et l'Occident. Mais là, pour la première fois, les Africains se disent on va créer un marché afro-africain. Et ce marché afro-africain qui est là, qui est dans une vision, la vision 2063, nous permettrait d'avoir un marché suffisamment profond pour lever des capitaux à l'intérieur de ce marché, pour construire de la prospérité, pour faire fonctionner nos moteurs économiques à partir de la consommation intérieure africaine. Donc, c'est un marché, bien sûr, c'est de longue haleine, mais aucun de nos partenaires, effectivement, pour des raisons très claires, ne souhaiterait voir ce marché. Surtout si on arrivait à mettre en place des règles d'origine avec le Made in Africa. Parce que ça forcerait ces entreprises partenaires à venir s'installer en Afrique, à faire du transfert de technologie, parce que les règles d'origine font que pour qu'un produit soit considéré comme africain, il doit répondre à un certain taux d'intégration. Donc si jamais on arrivait à créer les conditions pour avoir des règles d'origine communes, du Caire au Cap, et d'autre part, à dire nous avons 1,4 milliard de consommateurs, si vous avez votre usine implantée en Afrique, vous avez 1,4 milliard de consommateurs qui sont prêts à acheter, bien écoutez, là tout le monde va venir et nous serons la Chine du 21e siècle, ou bien l'Amérique du 19e, ou bien les deux, l'Amérique du 19e et la Chine du 21e, c'est-à-dire les grandes infrastructures qui ont construit l'Amérique, avec le chemin de fer, qui a même donné naissance plus tard à la fête, avec le besoin de financement, et ajouter à cela la Chine du 21e siècle, avec donc un marché où il n'y a pas de barrières non tarifaires, parce que c'est ce qui fait qu'on signe beaucoup de traités à Addis Abeba, mais le lendemain on dit que ces traités n'ont pas d'effet, parce que les barrières non tarifaires persistent. Vous savez que dans la zone IOMOA, par exemple, normalement, dans un corridor, il n'y a pas plus de 3 contrôles. C'est des règles qui ont été votées. Mais regardez combien de contrôles il y a entre Dakar et Bamako. Ouais, c'est clair. Ou bien entre Lomé et Cotonou, qui sont pratiquement collés à 2 heures de route. Donc, il faut quand même qu'on se dise, il y a la volonté politique. Et pour finir, je dirais, oui, la volonté politique, elle est indispensable. Nos dirigeants doivent négocier au mieux nos intérêts, mais le pouvoir de négociation d'un pays comme la Gambie, la Guinée-Bissau, face à des ogres comme la Chine ou l'Union européenne, ce pouvoir, il est nul. Il est nul. Regardez les accords de pêche, un autre sujet qui m'est cher. On voit le Sénégal négocier tout seul comme un grand ces accords avec l'Union européenne des 27. Le Maroc tout seul, ces accords, la Mauritanie toute seule, la Guinée-Bissau de même, mais finalement, à quoi nous sert de dire nous appartenons à l'Union africaine et de chanter tous les jours, de répéter à l'unisson que Kwame Nkrumah a dit il faut s'unir ou périr, si quand on veut négocier, on négocie en solo. Je pense que c'est ça le problème. Mais Adama, est-ce qu'il ne faut pas faire une analyse froide sur la ZLECAf et dire que nos États africains ne sont pas encore prêts pour que ce ZLECAf-là soit mis en œuvre et puisse marcher à plein régime? Oui, aujourd'hui, moi je dirais que la ZLECAf a de vrais problèmes. Et l'un des premiers problèmes, c'est la dualité qui existe dans chaque État entre le désir, l'instinct de conserver le pouvoir, qui est pratiquement naturel aux chefs d'État africains, et l'autre, c'est l'intérêt général.
Parce que tout chef d'État africain, et même ailleurs, est ballotté entre l'instinct personnel de vouloir se perpétuer et même faire hériter le pouvoir à ses enfants, et l'autre, c'est l'intérêt général africain. Et nous avons des coups d'État à répétition, d'où cette histoire de l'AES. Est-ce que vous pensez que dans ces zones, le plus important pour eux, ce n'est pas d'abord la conservation du pouvoir, ce n'est pas encore le musellement de l'opposition, plutôt que d'aller vers des marchés communs africains. Mais aussi, il n'y a pas que ces pays. Je peux dire que même des pays dits démocratiques, quand même, avec les parenthèses et toutes les... Vous voyez, là, le grand Nigeria et l'Afrique du Sud, ce sont les deux puissances économiques africaines. Et ce sont les deux puissances démocratiques africaines, d'ailleurs. Mais le Nigeria a fermé de manière unilatérale, il y a 3 ans, sa frontière avec le Bénin, sans aucune autre forme de procès. Du jour au lendemain, c'est un fait de presse. Et jusqu'à aujourd'hui, cette affaire n'a jamais été documentée, il n'y a jamais eu un tribunal ou bien une cour qui s'y est penchée. Mais le Nigeria, je suis le plus fort, je ferme ma frontière. Alors, pour finir, l'Union européenne a eu une chance extraordinaire, c'est d'avoir 2 puissances, la France et l'Allemagne, qui se sont mises ensemble dans un esprit de solidarité pour tirer les autres. Et c'est ça ce qu'on appelle le concept du grand frère à l'africaine. Nous avons 2 grandes puissances. L'Afrique du Sud et le Nigeria, ce sont les dernières d'abord à avoir ratifié. C'est les dernières à avoir signé, les dernières à avoir ratifié, les dernières à avoir rejoint. Pourquoi? Parce que tous disent nous sommes les perdants, nous sommes les plus puissants, nous ne voulons pas de cette union parce que nous sommes les perdants. Donc, vous voyez comment la règle est inversée en traversant les 14 km qui nous séparent de l'Europe. Là-bas, les grands frères, ils tirent les petits. Et ici, les grands frères, ils disent si les petits là se mettent avec nous, on va tomber. Donc, peut-être c'est une mentalité qui est contraire en tout cas à l'esprit de solidarité africaine, mais qui explique le blocage aujourd'hui de la ZLECA. Nous allons devoir faire un dernier tour de table parce que le temps imparti est presque fini. Alors, Rivo, est-ce qu'à ce niveau, on ne doit pas faire une analyse froide et dire que l'Afrique perd au jeu, quel que soit le partenaire économique qu'elle a en face? En écoutant Adama, je ne vois pas comment on va s'en sortir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où réunissons. Non, mais oui, mais c'est-à-dire que ça j'appelle ça les vœux pieux. C'est-à-dire que ça fait 60 ans qu'on le dit, tout le monde partage exactement en fait la même analyse, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé cette analyse-là. C'est-à-dire que beaucoup l'ont fait, beaucoup l'ont documenté, beaucoup même ont fait des thèses dessus. Mais pourquoi ça n'avance pas? Ce que je l'ai dit en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le problème c'est nous. C'est-à-dire qu'on doit, pour revenir vraiment... C'est nous ou nos dirigeants? Non, nous, c'est-à-dire que nous tous, parce que les dirigeants, ils ne viennent pas tout seuls. Les dirigeants ne viennent pas tout seuls. Comme dit Fanon, le gouvernement... pas du ciel. Comme dit Fanon, le gouvernement n'a le peuple qui mérite. Et moi, je continue. Le peuple n'a que le gouvernement, du moins, qui mérite. Du moins, c'est comme ça. Les Chinois, ils ont choisi le gouvernement. C'est-à-dire qu'une fois encore, pour revenir à la Chine était très claire. En 40 ans, la Chine n'a connu que 5 présidents. Mao Tse-tung, il y a eu en 76, il y a eu une transition avec Guo Fang, je crois, Deng Xiaoping, Yan Zemin, Hu Jintao et Xi Jinping. Et eux, c'était clair, il n'y a pas d'opposition. 2000 personnes, tous des ingénieurs, communisme, c'est ça l'idéologie dominante. Donc vous prenez la dictature scientifique, bref, si j'ai bien compris. Oui, non, mais c'est-à-dire que dictature ou pas dictature, eux, ils ont un objectif. Oui. Et leur contrat avec... Que vous approuvez. Oui, c'est-à-dire que, comme dit Deng Xiaoping, peu importe la couleur du chat, du moment que demain qu'il attrape la souris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Chinois, ils avaient 3 choses, le contrat qu'ils avaient avec le peuple. C'est ça qu'il faut que les Africains fassent. Ils ont sorti à Adama 600 millions de personnes de la pauvreté. 600 millions. Ouais. Phénoménal. Non, mais c'est incroyable. Quand on dit classe moyenne africaine, moi je rigole chaque fois. Classe moyenne chinoise, là on le voit bien. Comme dit Adama, une partie de leur économie aujourd'hui, c'est pas encore complètement parce que c'est contesté par les économistes. Mais quand même, les ménages chinois sont très endettés. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que tiré par leur, demain par leur consommation interne, même c'est toujours un peu difficile parce que c'est l'export en fait est toujours, c'est ça vraiment qui drive leur économie. 3 points sur le contrat des Chinois, le peuple chinois envers le dirigeant. 1, l'emploi. Vous nous employez, vous nous créez des usines aussi. Il y a des usines à 40 000 personnes, je ne sais pas si vous imaginez. 40 000 personnes, une usine, c'est incroyable. L'emploi, la santé, on veut finalement se soigner et l'éducation. Tant que vous nous ramenez ces 3 choses-là,
vous faites ce que vous avez à faire, nous, on n'a pas de souci. Et c'est ce que les dirigeants Donc les Chinois ont le choix. Non, c'est-à-dire que les Chinois ont le choix. Donc maintenant, vraiment pour conclure, les Africains, en fait, nous, quel est le contrat que nos dirigeants sont... Quels sont les contrats que les dirigeants africains envers leur peuple, c'est quoi? On va faire les projections dans 40 ans, dans ce genre de choses. C'est ridicule. C'est-à-dire que vous avez des plans qui se suivent, oui, tel pays dans 40 ans, tel pays dans 60 ans, mais les gens veulent aujourd'hui, en fait. Quand les Chinois, ils ont fait leur plan, ils n'ont jamais dit, finalement, on fait le plan à temps. Et je finis dessus, le Japon. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand le Japon a été détruit, à l'époque, le premier, c'était Ikeda. Comment faire pour développer le Japon en 10 ans, comme on appelle, doubler l'économie du Japon en 10 ans. Ils n'ont pas dit de développer l'économie du Japon en 50 ans, Majigen. Ils l'ont fait. Avec un génial sou, par exemple, c'est un économiste très peu connu chez nous encore, Ozuma, le docteur Ozuma Shimomura. J'invite les téléspectateurs à se renseigner de cette personne-là. D'ailleurs, c'est lui, le père du miracle japonais. Il n'y a pas de miracle. Ce sont des théories économiques qu'il a mis en place que les Chinois sont venus copier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les Chinois sont là, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'il y a des théories, il y a des gens qui ont écrit des choses, qui les testent et puis qui le font. Et nous, on est là juste, on attend, je ne sais pas, les Chinois vont nous aider. Ah, les Chinois, ouais, ils nous aident, ouais, les Européens, ils nous aident. On va nulle part, en fait. On va nulle part. Donc, je finis juste sur le fait que il faut qu'on finisse quand même par une note d'espoir parce que nous avons une jeunesse. Nous avons une jeunesse. Nous sommes l'avenir parce que notre démographie monte. Contrairement à la plupart de tous les pays, même la Chine, ça baisse. Mais il faut juste finalement que cette jeunesse maintenant s'interroge. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on attend finalement de ces dirigeants? Les histoires dans 40 ans, tout ça. Ils ont 20 ans aujourd'hui, dans 40 ans, ils auront 60 ans. Les années vont passer. Et Adama, votre moi, conclusion? Ma conclusion, je finirai en image. Il ne faut pas qu'on soit le Haïti, qui est le premier pays noir indépendant en 1804. Il ne faut pas qu'on soit Calcutta, avec l'insécurité, la Colombie, avec la drogue. Il faudrait que l'Afrique vraiment prenne très au sérieux les enjeux de notre époque. Et ces enjeux, c'est d'abord le développement, la compétitivité, la transformation structurelle de nos économies. Et pour cela, je suis d'accord avec vous. Peu importe la couleur du chat, là je parle des partenaires, peu importe sa couleur, son idéologie, sa religion, pourvu qu'on puisse nouer un partenariat gagnant-gagnant. Mais ce partenariat gagnant-gagnant, il doit être noué par un État avec un autre État. Peut-être nous devons interroger notre gouvernance. Puisque c'est nous qui signons les contrats, ce n'est pas d'autres. On ne nous force pas, il n'y a pas un pistolet sur la table. Si nous signons des contrats miniers et que ces contrats se révèlent défavorables, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce parce que quand ceux qui signaient... Les contrats pétroliers. Les contrats pétroliers, les contrats de partage pétrolier, est-ce que c'est parce que quand ceux qui ont signé, ils l'ont signé seuls, en cachette? Est-ce qu'il n'y a pas eu une approbation parlementaire pour les pays démocratiques africains? Malheureusement, ce n'est pas tous qui ont ce luxe de faire valider les décisions prises par des gouvernements, par la population à travers le Parlement. Donc, on salit ces démocraties africaines qui constituent l'espoir aussi. Mais je pense que là, il y a, en termes de gouvernance, une vraie interrogation sur les négociateurs africains. Comment ils négocient? Dans quelles conditions? Est-ce qu'ils sont envoyés dans les pays partenaires pour négocier? Qui les prend en charge? Comment ils sont suivis là-bas? Est-ce qu'ils sont assistés? Donc, c'est très important. Moi, je pense que toute la problématique est là. L'autre problématique, et c'est peut-être, je vais vous lasser à en parler, l'unité. Oui, je suis d'accord. L'unité. Oui, je suis d'accord. L'unité. Je suis d'accord. Et pour la Chine, dernier point, on n'a pas parlé, je pense, c'est le temps de la route de la soie, qui est ce gigantesque projet chinois qui couvre 68 pays. Pour dominer le monde. Pour dominer le monde, mais qui ne s'adresse pas aux Africains, contrairement à ce que les Africains pensent. La route de la soie a pour unique objectif de dominer la Méditerranée, qui est considérée comme la Chine comme l'endroit le plus stratégique du monde. Donc la Méditerranée, c'est la porte vers l'Europe, vers le Moyen-Orient, etc., en traversant l'Asie centrale, qui est un moyen ou une zone qui permettrait à la Chine de réduire son coût logistique pour ses approvisionnements en hydrocarbures. L'Afrique, c'est juste les matières premières, c'est des échanges commerciaux,
Et si on voit 250 milliards les échanges en 2022 et 5 milliards l'investissement, on se dit tout de suite que tout est dit, tout est dit. Merci Donc, beaucoup, voilà. Adama. On va devoir conclure. Merci, Rivo, d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers internautes, et d'avoir été sur ce plateau de Financial Afrique. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro du Grand Débat. Au revoir.